Bienvenue sur votre chaîne Centre de la Sagesse Pure, l'endroit idéal pour apprendre et grandir, ensemble dans la sagesse. C'est encore moi, votre sage homme. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai ramené un message qui est bénéfique, premièrement pour les hommes et pour les femmes. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Et vous savez quoi? Si vous écoutez ce message, sache que vous êtes heureux et chanceux, et que la destinée vous connaît personnellement. Salut mes amis. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter cette belle révélation. L'infidélité fait-elle plus de dégâts chez celui qui trompe ou chez celui qui est trompé? Imagine une seconde. Tu découvres un message, un appel effacé, un regard qui évite le tien. Ton cœur s'emballe, ton ventre se noue, et une seule phrase résonne dans ta tête. Il/elle m'a trompé, eux. À cet instant, une question te traverse l'esprit. Pourquoi? Depuis quand? Et surtout, comment a-t-il/elle pu me faire ça? Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin. Je veux te poser une question dérangeante, une question que personne n'ose vraiment poser. L'infidélité détruit-elle plus celui qui est trompé ou celui qui trompe? Parce que derrière les cris, les larmes, la colère et parfois le silence, il y a des dégâts invisibles, des blessures que l'on cache, des cicatrices qui ne se voient pas sur les photos Instagram. Et dans cette vidéo, on va parler sans tabou, sans morale facile, sans jugement. On va décortiquer ce que vit celui qui est trompé, ce que traverse celui qui trompe, et surtout, ce que personne ne dit jamais à propos de l'infidélité. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la conclusion pourrait changer ta façon de voir l'amour, la fidélité, et même toi-même. Partie 1. Première vérité. Qu'on cache la destruction silencieuse de l'estime de soi chez la personne trompée. Quand on parle d'infidélité, la première image qui vient à l'esprit, c'est celle de la victime. La personne trompée, celle à qui on a menti. Et c'est vrai, la douleur est immense. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est où la blessure frappe le plus fort. Pas seulement dans le cœur, pas seulement dans la confiance envers l'autre, mais dans la valeur personnelle. La personne trompée ne se demande pas seulement pourquoi il/elle a fait ça. Elle se demande surtout qu'est-ce que j'ai de moins? Pourquoi je n'ai pas suffi? Qu'est-ce que l'autre avait de plus que moi? Et là commence un dialogue intérieur destructeur. On se compare, on s'analyse, on se critique. Même la personne la plus confiante peut commencer à douter de son corps, de sa féminité ou de sa virilité, de son intelligence, de sa capacité à être aimé. L'infidélité agit comme un miroir déformant. Tu ne te vois plus tel que tu es, mais tel que ta peur te le montre. Témoignage 1. Claire, 34 ans. Quand j'ai appris que mon compagnon me trompait depuis des mois, j'ai d'abord été en colère, puis triste, mais le pire est venu après. Je me regardais dans le miroir et je me disais, si j'avais été plus belle, plus intéressante, il ne serait pas allé voir ailleurs. Même après notre séparation, je continuais à me sentir pas assez. Ce genre de blessure peut durer des années, même quand la relation est terminée. Partie 2. Deuxième vérité, qu'on cache la culpabilité et l'autodestruction de celui qui trompe. On a souvent une vision très simple du trompeur. Il s'amuse, il profite, il est égoïste, et parfois, c'est vrai. Mais pas toujours. Car tromper quelqu'un que l'on aime ou que l'on a aimé laisse aussi des traces profondes. La première, c'est la culpabilité. Pas la culpabilité immédiate, pas celle du moment où l'on se fait prendre, mais celle qui arrive après, quand le silence revient, quand on voit la douleur dans les yeux de l'autre, quand on réalise qu'on a brisé quelque chose de précieux, quand on comprend qu'on ne pourra jamais effacer ce qu'on a fait. Et là, beaucoup de trompeurs entrent dans un cercle dangereux. Ils se justifient, ils minimisent ou au contraire, ils se punissent intérieurement. Certains développent de l'autosabotage, une incapacité à s'engager à nouveau, une peur de ne plus mériter l'amour. Témoignage 2, Julien, 41 ans.
J'ai trompé ma femme pendant une période où je me sentais vide. Quand elle l'a découvert, j'ai vu son regard changer. Même après qu'on ait essayé de reconstruire, je ne me sentais plus légitime. Je me disais, je suis quelqu'un de mauvais. Cette étiquette, je me la suis collée moi-même. Tromper, ce n'est pas toujours gagner. Parfois, c'est se perdre soi-même. Partie 3, troisième vérité. Qu'on cache l'infidélité révèle une fracture plus profonde que la trahison. Voici peut-être la vérité la plus inconfortable. L'infidélité n'est souvent pas la cause, mais le symptôme. Un symptôme de solitude émotionnelle, manque de communication, blessures anciennes non guéries, peur de l'intimité réelle. Et cette fracture touche les deux personnes. Le trompé découvre qu'il ne connaissait peut-être pas vraiment la relation. Le trompeur découvre qu'il fuyait quelque chose, souvent lui-même. Dans certains couples, l'infidélité détruit tout. Dans d'autres, elle agit comme un électrochoc. Mais dans tous les cas, elle force à regarder une vérité brutale. L'amour sans conscience finit toujours par faire mal. Témoignage 3, Nadia, 29 ans. Quand j'ai trompé mon copain, j'ai compris que je ne savais pas exprimer mes besoins. Je n'osais pas parler. L'infidélité a été un crime maladroit. Ça n'excuse rien, mais ça m'a obligé à grandir. Conclusion, développer le conseil des sagesses. Alors, qui souffre le plus? Celui qui trompe ou celui qui est trompé? La vérité, c'est que ce n'est pas un concours de douleur. L'infidélité blesse différemment, mais profondément des deux côtés. Le trompé perd la sécurité, la confiance, parfois l'estime de soi. Le trompeur perd la cohérence intérieure, le respect de soi, parfois la capacité à aimer sainement. Mais voici la sagesse essentielle à retenir. Ce qui détruit vraiment, ce n'est pas l'erreur. C'est le refus de comprendre ce qu'elle révèle. La sagesse, ce n'est pas de juger. Ce n'est pas de tout pardonner aveuglément. Ce n'est pas non plus de tout fuir. La sagesse, c'est de se demander « Qu'est-ce que cette expérience m'apprend sur moi? Qu'est-ce que je refuse de voir? Quel amour suis-je capable d'offrir et de recevoir? » Parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est de partir. Parfois, c'est de reconstruire. Et parfois, c'est simplement de guérir seul avant d'aimer à nouveau. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu ou reconnue dans l'un des deux rôles, sache une chose. Tu n'es pas défini ou défini par une trahison, mais parce que tu choisis d'en faire. Et toi, dis-moi en commentaire, penses-tu que l'infidélité détruit plus celui qui trompe ou celui qui est trompé? Je lis vos réponses. Abonne-toi si tu veux des vidéos vraies, profondes, sans filtre. À très bientôt. On continue suite et fin sur l'infidélité. Maintenant, accroche-toi. Peut-on vraiment pardonner l'infidélité? Pas en théorie, pas avec des phrases toutes faites, mais en vrai, quand ça fait mal, quand la confiance est brisée, quand l'image de l'autre s'effondre. Beaucoup disent « Moi, je ne pardonnerai jamais », jusqu'au jour où ça leur arrive. D'autres disent « Il faut pardonner pour avancer », mais avancent en se trahissant eux-mêmes. Alors aujourd'hui, on va poser la question autrement, sans morale, sans jugement, avec de la psychologie et un peu de philosophie. Le pardon face à l'infidélité est-il une force ou une illusion? Partie 1. Ce que la psychologie dit du pardon. En psychologie, le pardon n'est pas vu comme un acte magique. C'est un processus. Quand une infidélité est découverte, le cerveau réagit comme face à un traumatisme. Choc, perte de repères, hypervigilance, rumination, remise en question de soi. Pour le cerveau, ce n'est pas juste une tromperie. C'est une rupture de sécurité émotionnelle. La personne trompée perd 3 piliers fondamentaux. La confiance en l'autre, la confiance dans la relation et souvent, la confiance en elle-même. Dans ce contexte, pardonner trop vite est un mécanisme de défense, pas de guérison. Erreur psychologique fréquente. Beaucoup confondent pardonner et éviter la douleur. Mais ce qu'on évite ne disparaît pas, ça s'enfouit. Et ça ressort plus tard, jalousie, contrôle, froideur, distance émotionnelle. Partie 2. Pourquoi certains pardonnent et d'autres pas? D'un point de vue psychologique,
la capacité à pardonner dépend de plusieurs facteurs. 1. L'histoire affective. Une personne qui a appris très tôt à s'adapter pour être aimée pardonnera plus facilement, parfois trop. À l'inverse, une personne qui a construit son identité autour de la loyauté et du respect aura plus de mal à accepter la trahison. Aucun n'a tort. Il protège simplement des valeurs différentes. 2. L'estime de soi. Plus l'estime de soi est fragile, plus le pardon peut devenir une peur de perdre, une peur d'être seul, une peur de recommencer ailleurs. Dans ce cas, le pardon n'est pas libre, il est contraint. 3. Le comportement après l'infidélité. Psychologiquement, on ne pardonne pas l'acte, on pardonne l'attitude après l'acte. La transparence, le remords réel, la capacité à écouter la douleur sans se défendre, les changements concrets. Sans ça, le cerveau ne peut pas recréer de sécurité. Partie 3. La philosophie du pardon. La philosophie apporte une clé essentielle. Le pardon n'est pas une obligation morale. Nietzsche disait « Ce qui est fait par amour est toujours au-delà du bien et du mal. » Mais attention, l'amour qui demande l'effacement de soi n'est plus de l'amour, c'est de la soumission. Hannah Arendt voyait le pardon comme un moyen de se libérer du passé, pas de l'excuser. Philosophiquement, pardonner ne signifie pas nier la faute, minimiser la blessure, effacer les conséquences. Pardonner, c'est refuser de rester prisonnier de l'événement. Les stoïciens, eux, rappelaient une chose essentielle. Tu n'as pas le pouvoir sur les actes des autres, mais sur le sens que tu leur donnes. Dans cette vision, pardonner est un choix de liberté. Ne pas pardonner peut l'être aussi. La sagesse, ce n'est pas le pardon automatique, c'est le discernement. Partie 4. Pardonner, mais à quel prix? C'est ici que tout se joue. Si pardonner signifie douter constamment, surveiller, s'oublier, perdre sa dignité, alors ce pardon est une auto-trahison. Si pardonner signifie poser de nouvelles limites, redéfinir la relation, exiger des actes, se respecter, alors ce pardon peut être transformateur. Conclusion, la sagesse finale. Peut-on pardonner l'infidélité? Oui, mais pas au nom de la peur, pas au nom de la solitude, pas au nom d'un amour qui fait mal. La sagesse dit ceci, on ne pardonne pas pour sauver une relation, on pardonne pour rester fidèle à soi-même. Parfois, le pardon reconstruit un couple plus conscient. Parfois, il permet simplement de partir sans haine. Mais dans tous les cas, le vrai pardon commence quand on choisit la vérité plutôt que l'illusion. Question pour les commentaires, engagement. Et toi, qu'en penses-tu? Le pardon après une infidélité est-il une force ou un risque? Dis-le en commentaire, j'aimerais vraiment lire vos points de vue. Abonne-toi si tu veux des réflexions profondes, humaines et sans faux semblants. À très bientôt.